Pour une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vous propose un petit commentaire en play pause, c'est-à-dire un commentaire sur une vidéo, et aujourd'hui cette vidéo c'est un épisode, je vais vous expliquer pourquoi, d'Ushuaïa Nature avec Nicolas Hulot sur les derniers hommes libres, le peuple Zoé d'Amazonie. C'est une émission, j'ai pas retrouvé la date tout à fait exacte, mais qui a été diffusée je crois entre 2005 et 2008. Et donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles je souhaitais vous en parler. Alors je me plie une nouvelle fois, une fois n'est pas coutume, j'ai eu maintes fois l'habitude ces dernières années de faire ça, de cet exercice qui souvent vous convient, de play pause plutôt qu'un exposé qui parfois serait bien plus riche, mais sans doute moins dynamique et qui correspond moins au format YouTube, d'autant plus, je le signale d'emblée, que sur les questions anthropologiques, puisque c'est en partie ce dont nous allons parler aujourd'hui, eh bien toute la deuxième année à l'IHT de nos cours s'intéressera justement à cette question anthropologique. Et j'en fais souvent état dans mes vidéos, ce n'est pas pour rien, y compris mon dernier livre, Pourquoi je suis communiste, sur l'objectivité, notamment les sciences humaines et sociales, s'y intéresse. J'ai moi-même une double licence en philosophie et sciences humaines et sociales, sociologie et anthropologie. Bon, voilà, l'anthropologie est quelque chose qui m'intéresse depuis bien longtemps, et l'ethnologie qui quelque part en dérive aussi. Donc il ne s'agit pas ici d'un exposé, mais au moins de reprendre quelques points, et donc comme je l'ai aussi fait à plusieurs reprises, et notamment puisque là ça recoupe un peu avec cette vidéo, comme je l'avais fait au travers de la vidéo sur l'affaire du siècle, l'arnaque du siècle, ce qui m'intéresse ici c'est le point de vue idéologique qui est emprunté par l'émission, et qui n'est pas anodin, parce que je rappelle que Ushuaïa Nature, présenté par Nicolas Hulot, ancien ministre de l'écologie d'Emmanuel Macron, et sur TF1, la chaîne privée la plus importante, à une époque où la TNT n'existe même pas, où Internet existe très peu, avec des records d'audience, eh bien Nicolas Hulot a participé abondamment, on le sait, à une certaine forme idéologique. Et les dernières minutes de cette émission, je vais vous expliquer pourquoi je prends les dernières minutes, montrent bien l'impact idéologique violent qu'il est nécessaire de détricoter. Je rappellerai jamais assez ce que Marx et Engels nous ont enseigné, à savoir que l'idéologie est ce qui déforme et inverse le réel. Et là, on est en plein dedans. Alors, si je choisis cette émission, c'est simplement parce que hier au soir, l'occasion d'un zapping, on va dire, je suis tombé sur une émission, la fin de l'émission, qui était en fait une rediffusion de Ushuaïa Nature sur une émission sur LCP présentée par ce bon Patrick Cohen, qui s'appelle Rambobina. Ça a l'air d'être, de ce que j'ai pu en voir en recherchant la vidéo, j'ai eu 1000 peines à trouver la vidéo Ushuaïa, l'émission Rambobina a l'air d'être une bonne émission, bien dans les clous pour l'idéologie dominante, mais passons. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour vous dire que si par la suite, parce que l'exercice du play pause étant de regarder en même temps l'émission, si je suis obligé pour des raisons de droit d'éclater un peu l'image, eh bien veuillez m'en excuser encore une fois, c'est le seul moyen sans doute qui fonctionnera pour que vous puissiez avoir accès à cette vidéo, sans quoi eh bien ce commentaire sera rendu impossible et le robot YouTube éliminera d'emblée la vidéo. Alors les dernières minutes, pourquoi? Eh bien parce que ce sont les dernières minutes que j'ai pu voir de ce reportage en tombant à l'improviste dessus. Donc on va s'y intéresser parce qu'elles sont déjà extrêmement riches, donc je vais me taire pour cette introduction, simplement je termine sur ça. On va essayer de regarder ces dernières minutes ensemble, afin d'analyser, je le rappelle, le discours idéologique, et là je fais exprès de prendre justement cette émission, et pas justement un discours scientifique ou pseudo-scientifique, mais qui se voudrait scientifique, comme ça a déjà pu être le cas à plusieurs reprises dans mes commentaires vidéo, où je m'intéressais déjà, encore une fois, pas aux questions scientifiques, c'était tout mon préambule, mais aux questions idéologiques, et on montrera par la suite, je vais m'appuyer sur un autre reportage, cette fois qui a lieu, et en toute honnêteté, en Papouasie occidentale, avec un retour aussi sur sur une émission aussi du même acabit, qui était Rendez-vous en terre inconnue. Avant de m'intéresser à une autre émission que j'ai trouvée dans le fil de tout ça, qui est sur RMC Découverte, et qui s'appelle Retour à l'instinct primaire, et là on s'intéressera plutôt à leur émission Retour à la civilisation, et enfin on terminera par une critique que j'ai déjà maintes fois pu faire, mais pour ceux qui passeront là pour la première fois, eh bien ce sera l'occasion de réitérer tout ça. Bon,
on va démarrer. D'abord, première chose, l'émission s'appelle « Les derniers hommes libres ». Et là, je m'y étends pas, puisque dans une vidéo qui traitait de la question du voyage, j'avais déjà eu l'occasion, à maintes reprises, et notamment aussi dans d'autres vidéos ces dernières semaines, de revenir sur cette conception de la liberté. On voit déjà que c'est une conception de la liberté dans l'hypothétique état de nature, qui en réalité n'a rien à voir avec la liberté. Résumons, comme le faisait Nizan, c'est la liberté de pouvoir aller pisser dans l'eau, quoi. Mais si c'est ça qu'on appelle liberté, c'est déjà une vision quand même assez restreinte. Bon, passons à la suite et poursuivons. Chasseurs émérites, les Zoé sont aussi d'ingénieux pêcheurs. Pour organiser une partie de pêche, nul besoin ici de filets, de lignes ou d'hameçons. Une simple liane suffit, le timbo, que les hommes préparent avec minutie. Les Zoé vivent en pleine intelligence avec la nature. Ils savent faire beaucoup avec peu. L'écologie chez eux est une manière d'être. Bon, alors vous voyez, pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, vous voyez qu'en fait chaque phrase serait l'occasion d'un commentaire. Donc je vais essayer de ne pas arrêter à toutes les phrases, mais c'est quand même assez difficile. Déjà, le coup de l'hameçon et de la ligne, etc. En réalité, ça va suivre la totalité du commentaire qui, en fait, fait de nécessité vertu. Hein, ils n'ont tout simplement pas de ligne ni d'hameçon, et on leur prête le fait que, oh là là, et c'est merveilleux, ils n'ont pas besoin de tout ça, de ce superflu, etc. Et en fait, ça rejoint la pseudo-conception de la liberté qu'on va voir jusqu'à la fin du reportage, et qui, j'imagine, traverse en réalité tout le discours de Nicolas Hulot et des écoloréacs en permanence, c'est-à-dire on serait, nous, dans une société de l'excès, de la consommation, encore une fois, etc., alors qu'eux seraient libres et détachés de tout cela. En réalité, ils ne font que de nécessité vertu, encore une fois. Il n'y a tout simplement pas le choix, tout simplement. Et là, vous voyez, je m'intéresse encore une fois au discours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui transparaît dans le discours, au-delà même de ce qui a été pensé. Et c'est là qu'on voit l'impact de l'idéologie, parce que dans le discours, traverse des mentalités et se dit des choses dont on n'a parfois même pas conscience. Et donc l'écologie est une manière d'être. C'est là que j'ai fait stop. Vous voyez, là, la nécessité vertu. Hein, on leur prête en fait une manière d'être qui serait en lien avec l'écologie. Alors qu'en réalité, ils ont tout simplement pas d'autre choix que de correspondre à l'idéal occidentale formulée par les commentateurs dont Nicolas Hulot, qui correspond à une certaine vision de l'écologie comme pseudo-harmonie avec la nature, etc. On en reparlera. Mais vous voyez qu'ici, on montre ça comme si c'était une manière d'être, comme si c'était un choix, comme si finalement il y avait eu un code qui faisait qu'ils avaient décidé qu'ils allaient pêcher comme ça plutôt qu'à la ligne, etc. On positionne déjà ça comme un choix, alors qu'en réalité ce n'est qu'une nécessité. Écrasé puis plongé dans la rivière, le timbo libère un suc blanc qui absorbe l'oxygène dissous dans l'eau. Les poissons, engourdis, deviennent alors des proies faciles pour les pêcheurs qui n'ont plus qu'à les cueillir à la main ou à les harponner. Chez les Zoé, l'individu prime, mais leur force est de pouvoir penser et agir collectivement. Ici, la solidarité est une seconde nature. On ne demande pas, on obtient. La solidarité est une seconde nature. En réalité, ici, la solidarité, c'est la force des faibles, quelque part, j'ai envie de dire, n'en déplaise malheureusement, mais ça aussi j'en ai maintes fois parlé pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, n'en déplaise à ceux qui formulent encore des discours chez nous d'une gauche qui préfère quémander plutôt que se battre. Mais en réalité, ici, la seconde nature, vous voyez, c'est des choses qu'on retrouve, ça, dans l'histoire de la philosophie. Mais Kant, par exemple, nous dit qu'il faut faire de la loi morale une seconde nature, d'accord ? Agis comme si la maxime de ton action était érigée
en tant que loi universelle de la nature. Ce qui ne provient pas de la nature, eh bien, on va faire en sorte, par l'éducation, par la politesse, etc., par l'instruction de tout cela, on va faire en sorte que ça devienne comme naturel. Ce qui veut dire que, bien, je vais dire bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît, etc., sans plus avoir besoin d'y penser. Et là, en fait, la solidarité à laquelle on assiste est une solidarité de fait, parce que sinon, en fait, eh bien, toute la tribu viendrait à en mourir. Alors effectivement, et là tout ça j'en parle dans les cours de seconde année à l'IHT, donc que je vous invite à souscrire à visionner, eh bien ce qui se produit en réalité ici c'est simplement une précarisation en réalité de la tribu où chacun effectivement dépend de tous les autres. Ce qui produit chez nous une individualisation absorbée d'égoïsme comme le disait Tocqueville, c'est le fait aussi d'un acquis civilisationnel qu'il nous faut dépasser, parce qu'en fait il y a un acquis à l'individualité, mais qui, justement, en tant que tel, lorsque l'individualité devient, la reconnaissance de l'individualité devient une individualisation qui absorbe l'égoïsme, à partir de ce moment-là, effectivement, du fait du développement technique, on peut se passer de l'autre. Mais il y a aussi là-dedans un acquis. Or là, on nous laisse entendre qu'encore une fois, c'est simplement par choix, et parce qu'il serait quelque part beaucoup plus pur que nous. Alors qu'en réalité, si demain, on les mettait dans les mêmes conditions techniques, il se produirait exactement le même rapport social. Le mot merci n'existe pas dans la langue des Zoé, car le partage est spontané et la convoitise inconnue. Voilà, la convoitise inconnue, ça c'est simplement déjà lié à une géographie particulière, dans laquelle ils peuvent continuer à se pérenniser quelque peu sans avoir nécessairement besoin d'opérer de gros déplacements, et puis parce qu'ils sont dans un rapport immanent tout simplement, et parce qu'il n'y a pas encore d'accumulation suffisante, parce que la technique n'est pas suffisamment développée pour accumuler suffisamment, avoir moins besoin de travailler, etc. Donc en réalité, ils sont dans un rapport tout simplement immanent qui fait qu'effectivement on ne va pas convoiter à partir du moment où on n'a rien. Alors évidemment, il existe beaucoup d'écrits, vous voyez, c'est tout le problème du play-pause par rapport à un lourd exposé, c'est que pour ceux qui connaissent, effectivement, il existe des nombreux écrits comme La Société d'abondance de Marshall Salins, où justement il est décrit le fait qu'il y a peu de travail, etc. Mais en réalité, dans ces sociétés où il y a peu de travail, il y a aussi très peu de moyens de survie, très peu de moyens de loisirs, etc. Bref, je n'aborde pas là-dessus parce qu'encore une fois, on n'est pas dans un exposé anthropologique, mais dans un play-pause. Il ne manque de rien car tout est là, gracieusement et à portée de main. Vous voyez, là, on est quand même dans un rapport idéologique, on vient de les voir travailler, pour le coup. C'est ça, moi, c'est pas du tout une critique que j'opère à l'encontre de ces populations, bien au contraire, et mon intérêt pour l'anthropologie serait risible si c'était une critique envers les populations. Encore une fois, je le rappelle, et si on comprend pas ça, ça sert à rien de poursuivre la vidéo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le regard porté, et le regard idéologique porté par ceux qui produisent ce genre d'émissions, et qui du coup gangrènent ensuite la totalité des esprits pour nous. En réalité, le commentaire vient dire l'inverse de ce que les images nous renvoient. D'accord ? On vient de les voir travailler, fabriquer, transformer la nature, pêcher, etc., produire un réel effort, et là, il est en train de nous dire, finalement, tout y est donné, ils vivent en abondance avec cette terre où il y a juste à se servir, finalement, où ce serait merveilleux, ce serait finalement le jardin d'Éden, alors que c'est l'exact inverse qui est montré par les images. Et là, vous voyez encore une fois la force du discours sur les images. C'est-à-dire qu'on a beau vous montrer ces images-là, selon le commentaire qu'on en fait, on occulte complètement le rapport au travail ici. Or, on vient de les voir produire un effort d'une journée entière pour aller récupérer quelques poissons seulement. La forêt pharmacie et la rivière restaurant bon, je passe là, c'est le grand n'importe quoi. Pourvoient au nécessaire et sont en libre service. Il existe un précieux et rare équilibre entre besoins et ressources. Les chasseurs Jverzit et Ayambo sont les deux maris de Woy. Elle a accouché il y a 10 jours d'un bébé qu'elle a appelé Erikiari. Chez les Zoé, la polygamie et la polyandrie sont les bases de la relation familiale et de la cohésion sociale. Voilà, alors là c'est pareil, on vous explique gentiment que la polygamie est la base de la cohésion sociale. On n'est pas loin, vous voyez, il y a presque parfois aussi... Alors là, j'extrapole, je le reconnais, mais c'est des choses qu'on entend, encore une fois, malheureusement, à cause de ce genre de discours. Il y a presque
un racisme de surface qui tendrait à dire, par exemple, après, ben, vous voyez, chez les animaux, c'est pareil, regardez les bonobos, machin, etc. Parce que du coup, on va rechercher une pureté dans l'animalité qui n'a pas de sens et oublier complètement les acquis historiques. Et oublier, par exemple, ici, l'acquis historique qui, chez nous, encore une fois, que eux vivent comme ça, c'est pas le problème. Moi, j'ai pas apporté de jugement de valeur sur leur mode de vie. Mais c'est la manière dont on nous le présente qui est un rapport idéologique. C'est-à-dire polygamie égale cohésion sociale, etc. Alors que finalement, le couple traditionnel, ça c'est un peu un truc ringard, etc. En oubliant complètement l'acquis social et historique que le couple représente, et pas n'importe quel couple aussi, mais le couple d'amour, avec tous les divorces qu'on connaît, machin, etc. Tout ça, j'en parle à la fin de mon dernier livre, Pourquoi je suis communiste, sur les pratiques intersubjectives et esthétiques, d'accord, dans lequel je parle justement du couple et des mutations. Effectivement, les rapports sociaux, et à commencer par les rapports sexués, d'accord, ça veut pas dire sexuel, ça veut dire sexué, c'est d'accord, c'est-à-dire entre l'union d'une ou de plusieurs personnes en vue justement de constituer par exemple une famille, eh bien, ne font qu'évoluer. Mais encore une fois, ils évoluent en fonction de conditions géographiques, de conditions historiques, de moments particuliers, de raisons à ce que cela convienne, etc. Il ne faut pas oublier tous les acquis. Le couple, Michel Clouscar en parle très bien dans le traité de l'amour fou, mais le couple est un acquis historique particulier. Et ici, on nommait tout ça simplement par le biais d'un discours qui nous laisserait penser que finalement, eh bien, c'est merveilleux parce qu'ils vivent dans une polygamie extraordinaire, etc. Et que ça, c'est la pureté originelle, alors qu'en réalité, tout cela découle d'un inconscient qui n'a rien à voir avec le nôtre. Pour le bain rituel du nouveau-né, les pères doivent trouver l'écorce du ciboy, l'arbre à savon. Ah, vous voyez, ils sont en train de transformer l'arbre par le travail, mon Dieu, alors qu'ils devraient normalement vivre en harmonie avec cette nature qui devait leur donner tout simplement ce dont ils avaient besoin. Or là, ils sont quand même en train d'abîmer, d'arracher, de faire saigner ce pauvre arbre. C'est quand même horrible et personne ne le note. On entend presque l'arbre pleurer quand même, de la part d'une communauté si respectueuse envers la nature, c'est quand même quelque chose de tragique. Tous les zoés possèdent les clés précieuses, innées et acquises pour vivre et survivre dans la forêt. Vous voyez, toutes les clés précieuses, innées et acquises pour survivre dans la forêt. Il possède tout, en fait. C'est majestueux. Alors là, on ne nous parle pas, effectivement, de leur espérance de vie. On ne nous parle pas d'un accès quasi inexistant à la médecine. Mais c'est vrai qu'ils ont la forêt-pharmacie. Donc bon, ça doit parfaitement bien se produire. On ne nous parle pas, notamment, des attaques d'insectes par milliers, des risques d'embrasement, etc. Enfin bref, vous voyez les conditions, en réalité, extrêmement dangereuses dans lesquelles ils évoluent. Chez eux, il n'y a ni chef, ni chaman. Oui, alors là, ça c'est pareil, on nous vend ça comme un truc extraordinaire. Encore une fois, il faut pas tout mélanger, il faut replacer les choses dans leur contexte historique. Évidemment que notre époque doit avoir une critique envers les chefs, les dirigeants, etc. Et c'est ce que je passe mon temps à faire en vidéo, et c'est ce que la majorité des philosophes politiques ont fait depuis des siècles chez nous. Donc là n'est pas le problème. Toutefois, là encore une fois, la question c'est comment est-ce que ça s'explique? Effectivement, ni chef ni chaman, parce que l'apparition du chaman fait suite à une première accumulation du capital, et qui est une première accumulation des denrées en réalité, et à partir du moment où vous avez surproduction, à partir du moment où il va falloir s'être sédentarisé, à partir du moment où plusieurs petits villages vont s'être constitués en cités, et que finalement, on le sait, le travail d'un homme va se fournir plus de nourriture que ce dont il a besoin pour lui-même, et vous voyez que là on passe complètement dans un saut qualitatif d'un point de vue des rapports humains, ce qui n'est pas le cas chez les zoés ici, d'accord? Et bien à partir de ce moment-là, effectivement, on va avoir de la nourriture et d'autres biens ou d'autres denrées de manière en excédent, et donc il va falloir les gérer, et donc va apparaître la première division sociale du travail, et avec la sédentarisation va apparaître aussi des nouvelles formes de maladies. À la fois il va y avoir une espérance de vie, un développement technique, etc. plus conséquent qui aboutit à ce que nous connaissons, et qu'on peut juger bien ou mal, etc. Là n'est pas mon propos. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ce qui va nous permettre de survivre au mieux, et ça c'est un fait. Et en même temps, effectivement, apparaissent des maladies
liées à ces civilisations, liées notamment au fait qu'au début, l'élevage, par exemple, va être rapproché des habitations, etc. Là, je raccourcis, je fais une histoire anthropologique en 2 minutes, mais comprenez l'idée. Et donc, il va y avoir davantage de maladies, et le chaman, effectivement, va d'abord apparaître comme celui qui va résoudre la maladie, par exemple, en excluant de cette petite cité ou de ce petit village ceux qui sont malades, notamment dans les cas d'épidémie de rougeole ou ce genre de choses, et petit à petit va devenir le chef. Mais vous voyez que tout cela doit d'abord n'apparaît pas dans des conditions magiques. Effectivement, il n'y a pas un chef parce que un jour, et certains se sont dit, tiens, on va avoir un chef. Tout cela est le fruit et le réceptacle de conditions matérielles, historiques et géographiques particulières, qui ne sont pas celles des Zoé, ce qui explique cette situation-là plutôt que la nôtre. Et quand on va y avoir de gros déplacements géographiques par les hommes, eh bien, la mentalité, notamment des hommes, disons, du Nord, ne va nécessairement pas être la même, parce qu'il va y avoir une privation, une précarité alimentaire qui ne sera pas la même non plus. Et donc, il va falloir prévoir, s'organiser, se structurer autour de tout ça. Le savoir se transmet sans exclusive et sans retenue. Il est un bien collectif. Un héritage. Parce qu'en grande partie, déjà, le savoir aussi est un savoir-faire. Et qu'encore une fois, si on ne le transmet pas directement, eh bien, c'est toute la communauté qui meurt. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut privatiser le savoir. Je suis absolument contre ça, en tant que communiste, bien évidemment. Mais c'est ce qui permet, encore une fois, de comprendre pourquoi ça a lieu là, et pas dans d'autres formes sociales, ou d'autres sociétés, si vous voulez. Héritage qui unit et relie les Zoé d'hier, d'aujourd'hui, et espérons-le de demain. En fait, on est ici dans un communisme, disons, naturel, d'accord, et c'est pas pour rien si Marx et Engels parlent de sortie de la préhistoire avec le communisme établi qui accomplit le communisme naturel, disent-ils. C'est-à-dire que là, on est dans la période préhistorique, en ce sens où il y a des biais qui font que la division sociale du travail et les rapports idéologiques camouflent une forme sociale qui n'est pas encore une société en réalité, et qui va faire advenir, et dont il faut espérer qu'on puisse faire advenir un communisme réel, qui soit, en fait, ce communisme naturel accompli, c'est-à-dire enrichi par les acquis, justement, des formes sociales passées, des sociétés passées, si vous voulez, par justement l'entremise de la technique, des lois, des règles, etc. Et il faut penser aussi que, effectivement, en 2008, peut-être pas, mais l'histoire de ces populations dites primitives au sens de première, eh bien, c'est une histoire permanente de conflit entre justement ces petites communautés, et pas une histoire toute magique où chacun s'entendrait particulièrement bien. Il faut s'intéresser ici notamment aux histoires de l'Amérique du Nord avant la conquête des colons européens. Il ne faut que quelques minutes aux deux chasseurs pour se fabriquer des sacs à dos végétaux jetables. Tressé avec les feuilles du palmier sakuri, il est extrêmement utile. Bon, là, on voit deux choses. Je passe sur le fait qu'effectivement, ils fabriquent rapidement des sacs à dos, mais ça, bon, c'est pas leur privilège, encore une fois. Bon, voilà, vous avez tous sans doute chez vous des sacs à dos, mais bref, je passe parce qu'on va me dire oui, mais ils sont jetables, ils sont biodégradables, etc. Mais encore une fois, on voit qu'il y a un travail, une visée productive importante qui là est complètement niée et qui pourtant est la réelle richesse des hommes dans leur ensemble, c'est-à-dire travailler justement, utiliser des outils. J'en ai parlé récemment dans une vidéo sur l'outil et l'animalité, et tout ça est passé de côté, comme si du coup il y avait juste une harmonie, comme si finalement les feuilles se plissaient en fonction du seul besoin et pas de la volonté, comprenez bien, c'est ça qui est très important. C'est comme si simplement ils avaient besoin et que le sac était là, quoi. Pour transporter toutes sortes de charges glanées au fil de leur pérégrination dans la forêt. Ce sont les femmes qui, au village, préparent l'écorce du ciboy. Cette pelote de fibres végétales, une fois mélangée à l'eau, se transforme en savon naturel et en un antiseptique pour la peau.
Je laisse volontairement dérouler un petit peu de sorte à ce que la vidéo dure pas non plus des heures. On va s'intéresser plus particulièrement après au discours notamment de Nicolas Hulot lorsqu'il va intervenir. Comme le veut la tradition, Voy a accouché assise dans son hamac avec l'aide des autres femmes. Elle a donné naissance à Eric Harry, un bébé en très bonne santé. Le 240. Bon, on nous dit pas combien, et il y en a d'autres qui par contre, eux, sont morts, d'accord. Alors, j'en sais rien moi non plus, donc on projette pas, mais bon, vous voyez encore une fois que ça laisse quand même sous-entendre beaucoup de choses. 42e Zoé. Tu te rends compte où il est né, lui? Hein? Ah, il est mignon. Est-ce que même ils ont des règles ou quelque chose qui s'apparente à des lois? Est-ce qu'il y a des interdits? Et si on transgresse ces interdits, qu'est-ce qui se passe? Et qui fait quoi à ce moment-là? Bah, à ma connaissance, il n'y a pas de punition en tout cas. Il n'y a pas de prison, il n'y a rien comme ça. Heureusement. Bon. Vous voyez, déjà, ils sont une toute petite communauté, ils vont pas faire de prison. Alors c'est très bizarre, je sais pas, je suppose, j'ai mis la supposition que la personne qui vient de s'exprimer, pourtant, est un ethnologue dont il faut espérer, contrairement à Nicolas Hulot, il ait quelques acquis épistémologiques que je remettrai pas du tout en cause dans sa formation, sur le fait d'observer et le fait d'employer tel mot. Après, bon, bah, il est employé aussi par TF1, il faut qu'il se fasse comprendre par un certain public. Enfin bon, vous voyez tous les problèmes que ça pose, parce qu'effectivement, ils vont pas avoir de prison, et encore une fois, il s'agit pas de dire que la prison est particulièrement bien, etc., bien au contraire, mais toutefois, c'est incomparable, d'accord? Ils sont 15, d'accord? Donc quand il y a un problème, effectivement, que le problème ne se résout pas comme dans une société dans laquelle, effectivement, les rapports sociaux sont beaucoup plus élargis et moins directs. Non, il n'y a pas de pénalité. Ils sont étonnés quand je leur parle de prison, où les gens sont enfermés, où les gens sont pénalisés. Vous voyez, on joue beaucoup là-dessus aussi. Oh, ils sont très étonnés. Vous savez, c'est ces vidéos où on dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont étonnés, hein. Quand ils voient notre monde, eux, ils se disent qu'on est vraiment idiots, etc. Et on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on est bête et tout. Enfin, vous voyez, l'inversement complet, en réalité, du processus. Effectivement, dès lors qu'on fait juger à quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas comprendre, de toute façon, ça n'a pas de sens, en réalité. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort ou raison, ça veut simplement dire que c'est un processus qui est complètement illogique et qui entraîne un certain nombre de biais et d'obstacles épistémologiques à la compréhension qu'il est important de lever si on veut tenir un discours réellement de vérité. Et il reste anéanti par tout cela. Non, s'éloigner de la règle ici, sortir de la règle, ce qui peut arriver, c'est qu'une personne soit dépréciée à cause de cela et mise à l'écart parce qu'elle ne participe pas à l'organisation et à C'est bizarre, parce que le principe de la prison, c'est aussi la mise à l'écart. l'harmonie de la société. Dans le cas où la personne n'est pas en accord total, la pénalité est la suivante. Un groupe se constitue, attrape cette personne, ils la mettent par terre et ils lui font des chatouilles, jusqu'à ce qu'elle rigole. C'est comme si c'était une thérapie. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Alors ça, c'est quelque chose d'assez connu chez eux, mais il faut bien penser aussi, encore une fois, qu'il y a peut-être une idée derrière de préservation du groupe, c'est-à-dire qu'une torture qui consisterait, ou un emprisonnement, c'est se priver aussi d'un potentiel chasseur, de quelqu'un qui va ramener à manger, en surplus uniquement pas pour lui, etc. Alors que les chatouilles sont aussi utilisées comme des techniques de torture, hein, si on veut extrapoler. C'est pas tout de suite parce que chez nous, encore une fois, oh, on fait une gazouille à un enfant, il est content. D'ailleurs, les chatouillis pour les enfants, s'ils rigolent, c'est simplement par réflexe nerveux et pas par joie. Donc en réalité, on peut aussi imaginer qu'en réalité, il y ait inconsciemment, encore une fois, c'est pas forcément comme ça qu'ils l'ont pensé, mais simplement c'est une logique de la praxis, encore une fois, d'accord? C'est-à-dire une logique de la vie pratique. Hein, que, effectivement, tuer ou enfermer, par exemple, un homme, quand vous êtes 10 dans une communauté, c'est pas forcément un cadeau. Donc peut-être qu'on peut y remédier d'une autre manière, effectivement en faisant un usage de la force par le nombre, sur un individu qui n'a plus envie de supporter ça et qui, malgré tout, eh bien, va peut-être se coordonner aux règles de la communauté plutôt que de préférer fuir et se retrouver seul en face de la mort. Ah, toi tu seras un chasseur plus tard.
Regarde les arcs, enfin les flèches, le grenier, tous les petits sacs pour partir dans la forêt. Le mobilier est restreint, hein, mais juste l'essentiel. Le superflu, ici, on ne connaît pas. Alors là, c'est l'apothéose. Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Ça ne veut rien dire. Hein. Et j'ai eu l'occasion de rappeler d'ailleurs récemment au travers, encore une fois, des travaux de Michel Clouscar, mais aussi ce qu'a pu dire à plusieurs reprises Dominique Pagani lors de conférences, par exemple, l'homme commence avec le superflu. Et là, il suffit de regarder la scène. Alors, je vais juste ajouter un petit peu. Voilà. Vous voyez, regardez, le rapport le plus clair au superflu sur ce plan, c'est, alors je connais pas bien, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est cet embranchage, ce bout de bois dans la lèvre inférieure de la personne, de l'individu qui se tient à côté de Nicolas Hulot. Il n'y a rien de plus superflu que ce rapport, sans doute, j'imagine, plus ou moins spirituel, d'accord, je peux me tromper, mais en tout cas, ça n'a pas de fonction réelle, d'accord, si ce n'est une fonction symbolique, potentiellement politique, voire sans doute spirituelle et religieuse. D'accord? C'est ça la fonction. Là, eh bien, par définition, on est dans le superflu, puisque l'homme commence avec le superflu. Et puis dans ce cas-là, où ça s'arrête encore une fois? Pourquoi est-ce qu'ils sont assis dans un hamac plutôt que par terre? Pourquoi est-ce qu'ils ont un toit plutôt que se mettre sous un arbre? Enfin, vous voyez, tout ça n'a pas de sens. En réalité, on est dans le pur discours idéologique qui vise à dire « Ah, nous, on est une société de grosses consommateurs, machin, etc. » qui vise à nier sans cesse les rapports de force, les rapports de classe et les rapports idéologiques, qui permettent de dire « Voyez, nous tous, en dehors des OE, eh bien, on est des gros porcs consommateurs, etc. » Oubliant complètement le vrai problème, qui est le mode de production, oubliant la manière dont les choses sont chez nous produites et dont la distribution est organisée, oubliant que chez nous, il y a des millions de pauvres précaires qui vivent à peine justement avec le nécessaire superflu, j'ai envie de dire, et oubliant que finalement pendant ce temps-là, de gros se gavent. Et non, nous serions tous dans le même bateau et tous responsables de ce problème-là, ce qui est faux et extrêmement grave, et j'ai eu 1000 fois l'occasion de le dénoncer dans d'autres vidéos. Mais voyez qu'ici, ce discours ne tient pas du tout la route. Ça, c'est nous qui avons inventé le superflu. Voilà, lui, c'est nous qui avons inventé le superflu, non. Puis vous voyez, le problème, c'est que là, le discours s'adresse directement à nous, alors qu'on peut imaginer que c'est un échange. Et comme la personne à côté de lui ne le comprend pas, il sourit, alors qu'en fait, ça n'a aucun sens, tout ça. D'accord? On n'a absolument pas inventé le superflu. Le superflu est, par définition, l'extension de l'homme. Hein, dans un langage qu'on entend de plus en plus, on pourrait parler d'exosomatisation, d'accord? Soma, c'est le corps, d'accord? Soma, exosomatisation, ce qui est à l'extérieur du corps, la production d'organes. Et dans les textes d'Aristote sur la main, Aristote nous montre bien que la main a cette particularité d'être l'outil des outils, c'est-à-dire un outil qui peut manier tous les outils, et donc par extension produire d'autres outils, et donc quelque chose qui est extérieur au corps et qui le prolonge. Et par là, eh bien, il y a tout un ensemble de techniques qui viennent, hein, toute l'histoire, et là, toute l'histoire de l'anthropologie, hein, d'accord, c'est pas moi qui invente, hein, que ce soit dans des courants différents, hein, que vous lisiez Mauss, que vous lisiez Malinowski, que vous lisiez Leroi-Gourhan, etc., tous, Audricourt ou d'autres, eh bien, tous disent bien que, et c'est un fait évident, que le développement humain consiste à se protéger d'une nature agressive en permanence par le développement justement de la technique et de ce que Hulot a l'air d'appeler le superflu. Et alors, petit passage, je me souviens là, intéressant par la suite. Oui. Et le gâchis. Et comment on dit jaguar? Où c'est? Ouais. Et lui, comment on dit? Ouais. Hein? Oh, c'est bizarre, des enfants qui se chamaillent pourtant dans une nature si pure, etc. Je pensais que simplement ils parlaient par quasi-télépathie méditative. Que possé. Et il va se venger sur mon oreille, tu vas voir. Ah, il a pris la cuillère. Et toi, ils t'ont attaché. Ben oui, il faut dire que leur espace vital, il est là. Et après, dès qu'ils veulent partir dans la forêt, il faut qu'ils y aillent avec des parents parce que on se rend quand même pas compte, mais le danger est juste derrière. Hein. Alors là, deux choses intéressantes. D'abord, pour revenir sur l'histoire du superflu, vous voyez, ce qui intéresse
l'enfant, bizarrement, c'est pas la pureté de la forêt, mais c'est le médaillon de Nicolas Hulot qui lui aussi transporte du superflu. C'est quand même très drôle à noter. Les images, encore une fois, en disent beaucoup plus que ce discours idéologique. Et puis, finalement, le fait que les enfants soient attachés, ce qui effectivement est une bonne chose. Vous voyez qu'en fait, l'attitude logique des parents, c'est de protéger les enfants vis-à-vis de la nature, que les enfants ne s'égarent pas dans la forêt, dont on nous a vendu qu'elle donnait pourtant, la forêt pharmacie, la forêt restaurant, qu'elle donnait pourtant tout ce dont ils avaient besoin. Mais non, on est obligé d'attacher les enfants, sans quoi, eh bien, ils risquent tout simplement de mourir. Ici, un serpent ou un jaguar, et c'est vite fait. Faut pas se fier aux apparences. Eh oui, un serpent ou un jaguar, effectivement, parce que l'homme est vulnérable. Et c'est tout le mythe de Prométhée que j'expose dans mes cours et dans le cours de seconde année. Je vous invite vraiment, si ces questions vous intéressent, vous aurez plusieurs heures de cours uniquement sur ces questions-là, qui défrichent pas tout, mais qui au moins vous donneront eh bien, une appréhension générale sur ce qu'est vraiment une analyse anthropologique et accessible à tous. Et parce que l'homme est vulnérable dans la nature. Le mythe de Prométhée nous montre bien que, effectivement, l'homme est ce qu'il y a de plus vulnérable. Et deux phrases ici d'auteur important, Pascal, qui nous dit l'homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Et Descartes qui nous dit qu'il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature. D'un côté la technique, de l'autre la rationalité, qui vont conduire à la science et aux techniques, et vont permettre justement de nous protéger à l'égard d'une nature dont on a trop souvent l'habitude désormais par rapport idéologique, eh bien d'estimer qu'elle est bonne, nourricière, etc., ce qui n'en est rien. Et là vous voyez que finalement, même lui, ça lui échappe. C'est complètement contradictoire avec le discours ambiant qu'il est en train de tenir le reste du temps. Même si cette forêt paraît providentielle, elle a aussi ses dangers. Il y a le revers de la médaille. C'est pas simple de vivre dans la jungle. Oui. Beaucoup plus à nous apprendre que l'inverse. Tout est beau. Très bien, ils nous ont accueillis. Non, ce que je vous propose, c'est qu'on avance un petit peu, parce que là, j'ai même pas le temps, mais j'imagine que la vidéo va durer très longtemps et j'ai encore des choses à dire. Et on va s'intéresser à la fin de cet épisode et du discours de Nicolas Hulot. Ils ont dit oui, vous pouvez venir. Il y a eu un très bel échange de ce que nous, on a pu leur donner et de ce que nous, on a reçu d'eux. Et eux, ils sont aussi très satisfaits avec ça. Merci. Obrigado. Dis-leur que quand on va rentrer chez nous, on va raconter à nos enfants ce que l'on a vu et que la nuit, on pensera à eux. Les Zoé ont la beauté de ceux qui vivent sans angoisse. C'est magnifique quand même ça. Alors peut-être pas justement angoisse par ignorance, mais de là à vivre sans angoisse alors même qu'ils vivent, on l'a vu tout à l'heure, au milieu de jaguars, de serpents, peut-être d'alligators, etc., on n'en sait rien. Et puis il y a une angoisse profondément humaine qui est l'angoisse vers la mort de toute façon, et qu'on remarque très bien puisqu'ils ont l'angoisse vers la mort de leurs enfants, sinon ils les attacheront pas. Enfin vous voyez, tout ça est d'une imbécilité, mais il faudrait des heures. Le problème c'est comme les discours d'extrême droite ici, ce que disait à très juste titre Franck Lepage et que j'ai plusieurs fois répété, c'est que des banalités idéologiques comme ça, il faut des heures pour ensuite les déconstruire réellement efficacement. Et ici je vous donne un bref apéritif qui ne manquera pas de valoir un bon nombre de critiques, mais encore une fois, quand on prend le temps et qu'on prend les heures, ce que nous faisons en formation, eh bien là, vous avez l'occasion de découvrir autre chose. Ils parlent, communiquent, se touchent, racontent, surveillent les enfants sans relâche, éveillent les anciens sans effort. Alors là, surveille les enfants sans relâche alors qu'ils étaient sans angoisse, bref, on passe. Et vous voyez, par exemple, s'occupe des anciens, c'est pareil, encore une fois,
c'est largement à déplorer la manière dont effectivement le mode de production capitaliste nous conduit à traiter les anciens. Vous voyez qu'en fait tout cela est lié au développement technique, même dans les familles où les gens s'entendent le moins bien, si effectivement la retraite pour les parents et grands-parents ou arrière-grands-parents, que sais-je, etc., bref, pour les anciens, consistait à simplement se retrouver seuls au milieu de la jungle, mais de rien, bah, il est évident que les enfants, comme ça a été le cas pendant des milliers d'années, eh bien, les garderaient avec eux. Là, simplement, ils n'ont pas d'autre choix de toute façon. C'est pas pour ça qu'ils sont dans une joie extrême d'accueillir, par exemple, la belle-mère dans la hutte. C'est pénible pour tout le monde, cette espèce de communauté subie. Et là, on nous vend un espèce de rêve, etc., mais que j'aimerais bien savoir comment fonctionne Nicolas Hulot chez lui quand il rentre. Il y a des tâches, mais pas de travail, ni d'obligation. Oui, il y a des tâches, mais pas de travail ni d'obligation. Enfin, c'est n'importe quoi. Et simplement, encore une fois, c'est de faire de nécessité vertu, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont dans un rapport immanent, il risque pas d'y avoir d'organisation du travail, parce qu'il n'y a pas d'accumulation suffisante des denrées, il n'y a pas de division sociale du travail, et toutefois, ils n'ont besoin que de travailler sans cesse s'ils veulent subvenir à leurs besoins minimums. Les uns chassent ou pêchent, d'autres cuisinent, vannent, tissent, soignent et entretiennent le foyer pendant que d'autres se lavent ou aiguisent. Bon, alors là, ce qui est intéressant, mais ça repart du principe que j'avais exposé du communisme naturel au communisme, c'est que là, on a aussi, il faut le noter, une forme de définition de l'homme total, d'accord, effectivement, qui ne subit pas la division permanente de la division du travail, de la division du capital, etc., mais qui, toutefois, se retrouve toujours dans une précarité, alors que le but, à terme, c'est de sortir de cette préhistoire pour réaliser un communisme où, effectivement, on accomplit l'homme total, mais non pas par nécessité, mais par choix et par possibilité du fait de l'évolution technique, des mœurs, des règles et politiques. Les flèches. Mais on joue aussi, on chante, on danse, on câline, on regarde. On se pare, on apprend, on enseigne. Et souvent on ne fait rien sans la moindre trace d'ennui. L'esprit divague avec le visage épanoui de ceux qui savent vivre le moment présent. Le temps, comme l'Amazone. Moi, je passe, vous pouvez découvrir tout ça sur les cours. Le rapport au temps est effectivement nécessairement différent parce que le rapport au temps s'inscrit notamment dans un rapport géographique déterminant et justement par rapport à l'origine aux besoins vitaux, nécessité de stocker ou non. Se dilate dans l'infini. Tout est beau. Les gestes les plus élémentaires. Et oui, c'est vrai que c'est beau, mais c'est beau pour l'observateur occidental qui regarde. Moi, le premier, quand je vois ce genre de reportage, j'y trouve un réel plaisir, mais c'est mon plaisir, c'est ma perception libidinale en fait. C'est pas pour ça que je serais content d'y être. Et l'émission dont je vais vous parler tout à l'heure est très intéressante par rapport à ça justement, que sur RMC là, mais, outre le fait qu'elle soit aussi très bizarre, mais bon, ça montre bien la mentalité justement, parce que les gens qui vont faire l'expérience justement de se retrouver dans ces conditions-là, et bien ensuite vont se rendre compte qu'en fait entre leur représentation, qui est un rapport idéologique, et ce qu'ils ont vécu, et bien il y a une grosse différence. Effectivement, quand on regarde comme ça, c'est agréable, on a l'impression d'apprendre des choses, mais c'est pour le plaisir libidinal de l'occidental, en fait, c'est tout. Le geste de celui qui est obligé de bosser, il est beau pour lui, pas spécialement, quoi. Il aimerait sans doute faire autre chose, lui aussi, et si une machine pouvait le faire pour lui, j'imagine qu'à bien des égards, il serait content. Le seul frein qu'il pourrait y avoir, encore une fois, est un frein, là aussi, idéologique, qui serait de lui dire, mais non, la tradition veut pas que tu le fasses, la machine c'est dangereux, c'est un démon, ou ce genre de choses. Mais dans les faits, en tant que pratique, eh bien, ça serait beaucoup plus agréable. On a l'impression d'une page oubliée de la Genèse. Je sais pas comment on va faire quand on va rentrer chez nous pour raconter tout ce qu'on aura vu. On va forcément le faire avec beaucoup de maladresse et du Alors là, c'est très intéressant parce que justement, mais bon, après, ça ne l'empêche pas de dire n'importe quoi, mais il est en train de montrer qu'effectivement, lui-même va avoir un biais qui est d'observateur qui annihile toutes les images brutes qu'il rapporte. De manière très caricaturale. Heureusement, les images sont là, avec leur part de vérité.
Et je crois qu'avec le temps, d'ailleurs, nous-mêmes, on va avoir du mal à distinguer ce qui appartient au rêve et à la réalité, tant tout ce que l'Amazonie nous a offert, à terminer par les Zoé, Mais là, on a pleine définition de l'idéologie. défie en permanence les règles du sens commun. Il ne faudra jamais oublier qu'ils ont leur vérité. Le relativisme ignare qu'on retrouve d'ailleurs trop souvent malheureusement dans les sciences humaines et sociales, qui plus est en ethnologie, en oubliant complètement justement l'universel, le fait qu'on soit tous pareils mais pas au même moment de se pareil, c'est-à-dire en annihilant complètement l'histoire, et ça les structuralistes n'y sont pas pour rien. Et que surtout, ils représentent une part essentielle, authentique de l'humanité, un peu comme s'ils en étaient l'unité de mesure, ou la Carrément, on en est à l'unité de mesure de l'humanité là. première référence. Une chose est certaine, ils ont beaucoup plus à nous apprendre que l'inverse. Quand on voit... Vous voyez, là, c'est typiquement les phrases qui sont désormais passées dans le discours ambiant. Est-il nécessaire de le commenter et de le préciser? D'accord, hein? Alors même qu'effectivement, eh bien, nos ancêtres sont nécessairement aussi passés par là pour déployer ce que nous avons déployé. C'est un non-sens, pourquoi pas? Mais l'échange, par définition, doit se faire dans les deux sens, d'accord? Il n'y a pas... pourquoi est-ce qu'ils auraient plus à nous apporter qu'à nous, d'accord? Vous voyez bien que là, c'est un parti pris idéologique qui repose sur cette idée de pureté et tout ce que j'ai déconstruit au préalable. Alors, encore une fois, hein, moi le premier, hein, et d'ailleurs, je ne l'ai pas fait parce qu'on ne peut pas tout faire dans une vie, mais les études ethnologiques sont quelque chose qui m'ont beaucoup intéressé à l'extérieur, du coup, puisque je n'en ai jamais fait. Mais toutefois, il faut quand même bien avoir ça en tête. Il faut arrêter là, vous voyez qu'on n'est pas dans un discours ethnologique, on est dans un discours idéologique. Tout ce qu'on a sacrifié comme lien à la notion de bien et de possession, quand on regarde nos sociétés... Vous voyez qu'ils confondent tout, parce que justement, des possessions, chez eux, il n'y a que ça. Le problème de la possession, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas établi justement sur la loi, hein, c'est-à-dire comme la propriété, d'accord? Alors que chez nous, nous reconnaissons des choses comme propriété. Alors que quand je possède quelque chose, on peut me le retirer, d'accord? Hein, et ça peut ne plus être à moi parce que personne n'en est le garant. Alors que dans la propriété, c'est le cas. Ce qu'il faut contester, en revanche, c'est certaines formes de propriété, comme par exemple, encore une fois dans le capitalisme, la propriété privée des moyens de production, la propriété lucrative qui fait que du seul fait d'être détenteur et héritier d'un moyen de production, j'exploite le travail des autres pour m'enrichir. Ça, c'est un problème. Mais la possession, hein, eux aussi, ils en ont des possessions, d'accord? Et fort heureusement, quelque part, hein, pour trouver chaussure à son pied, il faut pas prendre celle du voisin. Standardisées, basées sur la compétition, le rendement et l'accumulation, et surtout quand on compare leur quotidien avec le nôtre, qui est régi essentiellement par la satisfaction de nos désirs matériels, en confondant Vous voyez, là, il y aurait tout à reprendre, mais je laisse parce qu'au moins on voit bien le discours idéologique et la leçon de morale de fin de documentaire. Permanence, enfin en tout cas bien souvent, le bonheur et le plaisir. Enfin, au-delà de ces considérations, je pense que notre premier devoir d'humanité, c'est de ne rien faire, de près ou de loin, directement ou indirectement, ici ou ailleurs, qui puisse en quoi que ce soit influer sur le libre choix de leur destin. Je crois que si on arrive... Là, c'est déjà trop tard. Sa simple présence contrevient à ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire pourrait être intéressant d'un point de vue ethnologique, mais c'est la base même de l'ethnologie, d'accord? L'observateur, dans toute science, y compris même dans les sciences dures, influe, hein, j'ai oublié comment on appelle ça, l'effet de force ou quelque chose comme ça, dans les sciences dures. Bon, c'est influe nécessairement sur ce qu'on est en train d'observer. Enfin... Il va respecter cette règle d'or, alors peut-être enfin aurons-nous un véritable indice de civilisation. Laissez les Zoé vivre en paix. Et ferme ta gueule et casse-toi. Pour ce faire, eh bien, protéger d'une manière intraitable et intransigeante la forêt amazonienne et par là même, quelque part, peut-être sauver l'humanité tout entière. Bonsoir. Vous voyez, le problème est que voilà, on est typiquement dans le discours moralisateur idéologique, qui encore une fois en fait dessert profondément les intérêts de ces communautés, et puis surtout, je vais en reparler juste après, notamment avec Rendez-vous Inter-Inconnu, c'est tout à fait le genre de choses où en fait on vient déconstruire leur biotope, comme ils aiment l'appeler, enfin comme les commentateurs aiment l'appeler, etc., pour ensuite nous faire des leçons de morale sur le fait que ce serait nous, téléspectateurs, qui serions en cause avec notre mode de vie de crasseux, etc. Là, tout y est mélangé et confus en permanence. Donc, on va poursuivre pour voir un peu
l'escroquerie qu'il y a derrière tout ce genre d'émission avec 2 exemples précis.